Sarah Sermon-Dada, bienvenue sur la chaîne YouTube Apacity. Merci, je suis ravie d'être ici. Merci d'être avec nous. Donc, tu es journaliste scientifique pour ID News. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, de médias et un petit peu des transformations dans la société que cette nouvelle technologie apporte. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Bon, alors moi, je suis journaliste scientifique, comme tu l'as très bien dit. Je suis arrivée à ID News en 2019 pour le lancement du média, et donc j'y suis depuis 4 ans. Moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Et c'est un truc qui me tient à cœur dans le journalisme scientifique aussi, c'est cette idée un peu d'ouvrir les boîtes noires, de comprendre que ce soit dans la science ou ses applications, parce que la technologie, c'est jamais que des applications de la science, de comprendre comment ça marche et de voir comment ça affecte nos sociétés. Et effectivement, avec cette déferlante de l'IA sur toute la société et les médias, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail de journaliste scientifique et quel est ton quotidien finalement ? Alors le journaliste scientifique, c'est un journaliste presque comme les autres. Il va avoir la même mission, la même déontologie, on y reviendra probablement juste ensuite, mais il va travailler sur une matière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il va parler de recherche scientifique, il va parler avec les chercheurs et il va travailler sur cette matière très particulière qui est la littérature scientifique. Donc, c'est-à-dire ce que produisent les chercheurs et ce qui leur permet ensuite de discuter de la science entre eux. C'est très codifié. Donc voilà, le journaliste scientifique est un journaliste, mais il doit pouvoir naviguer dans ce monde-là, faire un petit peu la part des choses et pas se dire parce que quelque chose a été écrit et publié, c'est nécessairement la parole de l'évangile et c'est à prendre au pied de la lettre. Donc du coup, tu lis beaucoup de revues scientifiques et tu essayes entre guillemets, de vulgariser ces revues pour le grand public ? Oui, alors je dirais qu'il y a 2 dimensions un petit peu différentes dans le journalisme scientifique. Il y a cette dimension de la vulgarisation qui est effectivement essentielle, qu'on parle de grandes nouveautés, que ce soit l'IA ou les OGM, la biologie. Il y a plein de choses qui nous arrivent de la science et qu'il faut décrypter. Après, il y a aussi tout ce qui est du champ de la controverse scientifique. Ça, on a notamment pu le voir pendant la pandémie de Covid-19. Il ne suffit pas de dire on a un chercheur qui nous dit qu'il y a des traitements qui marchent, qui ne sont pas le vaccin contre le Covid, et d'autres chercheurs qui nous disent que non, on ne trouve pas. Il ne suffit pas de donner la parole à ceux qui disent blanc et ceux qui disent noir et de faire un papier qui remet un peu la balle au centre. Il faut quand même un petit peu chercher la vérité et chercher qu'est-ce qu'en pense la communauté scientifique de manière plus large. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces 2 dimensions la vulgarisation, on est plus proche de la communication scientifique. Et évidemment, il y a cette recherche de la vérité qui est l'un des principes de la déontologie du journalisme, évidemment, qui s'applique toujours, qui opère toujours quand on parle de journalisme scientifique. Je vais les résumer très rapidement, parce que c'est vrai que quand on regarde la charte de déontologique suisse des journalistes, elle est très longue. Mais globalement, ça va être la recherche de la vérité, ça va être l'intérêt du public, et ça va être aussi défendre sa propre liberté de journaliste aussi. C'est important aussi, parce qu'on a parfois un rôle de chien de garde vis-à-vis du pouvoir. Ça peut arriver aussi. Un peu moins en science, mais ça peut arriver aussi. C'est vrai qu'il y a eu des débats un peu compliqués aussi pendant la période de la pandémie. Voilà. Je pensais aussi aux signaux faibles qui permet d'attraper certains points d'actualité et d'aller les creuser. Comment on fait pour les identifier et est-ce que ça fait partie de ton quotidien aussi d'avoir un peu plus de creuser en fait ces signaux ? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est notre rôle aussi. Typiquement, on va parler d'IA tout à l'heure, la déferlante des IA, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle se prépare, qu'elle se dessine. Et évidemment, on a nos propres contacts qui sont en poste dans les laboratoires de recherche ou dans l'industrie. On est à l'écoute, ça nous permet, on essaye d'anticiper. Bon, après, on ne peut pas anticiper sur tout, mais on essaye d'anticiper, oui. Justement, si on prend l'exemple de l'IA, toi, ça fait un petit moment déjà que tu suis ces actualités-là au niveau scientifique.
OpenAI est arrivé avec ChatGPT. Oui. Est-ce que ça a été aussi pour toi une surprise ou est-ce qu'il y avait des signaux faibles qui montraient que ça allait être mis au grand public? Ouais, c'est une très bonne question, dans la mesure où ces IA qui génèrent du texte, ces grands modèles de langage naturel, comme on les appelle, ça fait quand même plusieurs années que c'est en développement, qu'on voit des progrès, des beaux progrès qui sont faits. Mais à titre personnel, et je crois que c'est un avis qui est partagé par certains chercheurs avec qui j'ai parlé, on a quand même eu une révolution. Pour moi, c'est une révolution, dans la mesure où on avait quelque chose qui marchait pas trop mal, mais qui était limité. Et là, tout d'un coup, OpenAI est arrivé avec un produit qui était quand même un cran au-dessus, en fait. Et les chercheurs avec qui j'ai parlé me disent que c'est arrivé avec peut-être 10, 15 ans, 20 ans, ça dépend des gens, d'avance par rapport à ce qui était anticipé, on va dire, dans l'industrie, quoi. C'est assez fou. Justement, OpenAI, on va continuer sur ce sujet-là. L'intelligence artificielle, qu'on peut qualifier de générative, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu arriverais à vulgariser cette technologie? Alors, je vais essayer. Donc, il faut déjà, quand on parle d'IA générative, il faut déjà voir en quoi ça se différencie de ce qu'il y avait avant. L'IA, on l'a quand même depuis pas mal de temps. C'est un mot un petit peu fourre-tout, en fait. Souvent, il y a ce qu'on appelle du machine learning, en fait, où on a en gros un algorithme, on lui apprend à inventer des règles à partir d'exemples, en fait. Globalement, c'est ça. Et avec les IA génératives, on a des IA qui sont capables de générer toutes seules du texte, de l'image, de la vidéo. Bon, ça, évidemment, il a fallu un petit peu de temps pour en arriver là. Je vais parler du deep learning, qui est un type particulier de machine learning. On a ce qu'on appelle un réseau neuronal, c'est juste un modèle numérique, qui en fait va apprendre certaines choses à partir d'un grand nombre d'exemples. L'exemple un petit peu canonique, je dirais, c'est les images. Par exemple, pour apprendre à distinguer un feu rouge d'une voiture, là vous pensez au CAPTCHA sur Internet, ou peut-être, juste pour l'exemple, un chat d'un chien, on va donner des dizaines de milliers, voire peut-être même plus, d'images représentant un chat ou pas un chat à cet algorithme. Donc ces données à la base sont quand même étiquetées par des êtres humains qui disent là je vois un chat, là je ne vois pas de chat. Et à force de répétition, l'algorithme a appris à deviner, et quand on lui propose une nouvelle image, il est capable de dire ok, ça représente ça représente pas ça. Donc ça c'est le premier étage, c'est un petit peu ce qu'on avait autour de 2015. Là où ça devient vraiment nouveau avec les IA génératives, c'est qu'elles ont appris, par ce même moyen généralisé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, à inventer des contenus réalistes. Dans le cadre du langage, ce qui est le cas de ChatGPT, on a des IA qui sont capables d'écrire des textes qui sont cohérents d'un point de vue grammatical, juste parce qu'en fait, elles ont absorbé tellement de contenu de texte qu'elles savent dire quel est le mot le plus probable et écrire une phrase qui est syntaxiquement correcte et qui est juste très crédible. Simplement, et c'est là un caveat assez important, c'est qu'il n'y a pas de représentation de la vérité dans ChatGPT. On a juste une phrase qui est correcte et crédible. Et ChatGPT, évidemment, il y a quelque chose en plus. Il n'y a pas que le modèle, il n'y a pas que le modèle de langage dans ChatGPT. Il y a aussi une étape qui est très importante où on a des humains qui ont implémenté la partie question-réponse, si je puis dire, l'aspect conversationnel qui marche si bien avec ChatGPT, c'est que du coup on a des gens qui ont fait tourner le modèle pour générer des questions et des réponses, et qui ont ensuite hiérarchisé les questions et les réponses les plus probables à certaines questions. Et là où il y a une vraie prouesse, c'est que ça marche très bien avec finalement peu d'exemples humains en fait. Je crois qu'il y a quelques milliers de ces exemples humains qui ont été fournis. Et ça a un peu surpris tout le monde, un petit peu. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien avec aussi peu d'exemples. Il y a aussi peut-être la compréhension, j'ai l'impression, avec ces modèles comme ChatGPT, du contexte. Oui. Et puis de la mémoire aussi. Est-ce que ça, c'est nouveau dans l'IA générative ? Pas nécessairement. Le contexte, c'est quelque chose qui est souvent très présent en informatique quand on passe des requêtes. Mais c'est vrai que ChatGPT, quand on lui parle, les interventions précédentes, les questions qu'on lui a posées avant peuvent influencer.
peuvent influencer sa réponse. Moi, je dirais que ce qui est vraiment nouveau dans ChatGPT, c'est son aspect conversationnel. En termes d'interface, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire, en fait. C'est sûr qu'on a tous des parents ou des oncles ou tantes qui posent des questions à Google, mais Google est pas encore, en tout cas, équipé pour répondre à des questions, même s'il traite le langage, il identifie les mots-clés et tout. Mais je pense qu'en termes d'interface, c'est quand même une révolution. Certes, on avait des services comme Alexa qui se basaient sur le langage naturel, mais là, ça devient un petit peu l'interface quasiment universelle, en fait, ChatGPT. C'est pour ça, je pense que c'est aussi important en termes d'évolution technique, quoi. On n'a plus à apprendre à parler avec la machine, mais on interagit de manière presque naturelle. Exactement. Je crois que c'est là la grande valeur ajoutée de ChatGPT. Qu'est-ce que ça a changé dans les médias ? Comment la nouvelle a été attrapée et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment elle est traitée par les médias ? Oui, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est comment on couvre ce bouleversement, donc comment on écrit dessus. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, quand on a commencé à beaucoup en parler, je crois que c'était en décembre, on a commencé à beaucoup parler de ChatGPT, de DALL-E 2. Bon, sur le coup, on s'est un petit peu demandé si ça allait être un feu de paille, et très vite, on a réalisé que non, c'était clairement pas un feu de paille, ça posait beaucoup de questions, et à chaque fois, on avait des nouveaux angles, des nouveaux sujets, de nouvelles manières d'en parler qui spontanément s'imposaient à nous, en fait. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est qu'à l'utilisation de ces technologies-là, nous, on peut en faire dans notre métier. Ça, c'est une question qui est probablement plus épineuse, parce que le journalisme n'est pas une profession comme les autres. Il y a cette déontologie dont on parlait tout à l'heure, qui impose quand même de garder la main sur le clavier. Et il faut savoir qu'on parlait de ChatGPT. ChatGPT, quand on lui pose une question, il n'est pas conçu pour prioriser la vérité. Et même si les équipes d'OpenAI vont essayer de tout faire pour limiter les couacs, on se retrouve souvent avec ChatGPT qui raconte n'importe quoi. Et quand on lui demande ses sources, il ne sait pas donner ses sources, en fait. Il invente des sources, des noms de sources qui n'existent pas. Donc ça, c'est un premier caveat important. ChatGPT, ou en tout cas les IA génératives, ne peuvent clairement pas être utilisées comme des sources. Hein. Ça ne nous épargne pas cette tâche d'aller chercher nos informations et les recouper. Et heureusement, c'est une bonne nouvelle. Mais on a quand même vu qu'il y avait eu beaucoup d'expérimentations dans les médias autour du monde, et jusqu'en Suisse romande d'ailleurs, notamment. Je pense à Couleur 3 qui a fait une expérimentation il y a quelques semaines. Et on a aussi M le Média qui a lancé cette speakerine météo qui en fait est une IA. Et ça pose un peu des soucis parce que je crois que ça pose plein de questions en fait. Et ça pose plein de questions pour nous. Et ça pose un peu des questions déontologiques. Et ça nous force un petit peu à bien réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on veut en faire. Nous, à ID News, on a écrit une charte de l'usage des IA où en fait, ce qu'on s'engage à faire, c'est à ne rien publier qui n'ait pas été relu par un être humain. Et quand on parle aussi d'images générées par des IA, si on le fait uniquement à des fins d'illustration, donc pour vraiment ne pas entretenir de confusion quant au fait que c'est une image d'actualité ou une image d'illustration. Et on s'engage aussi à le faire apparaître explicitement sur l'image et dans la légende. Voilà, ça paraît quand même important. C'est vrai qu'on a un média en Suisse qui a eu un petit bad buzz en générant une image qui était un petit peu trop photoréaliste. Donc voilà. Justement, on peut peut-être rebondir sur ces images qu'on a eues, et notamment celle, par exemple, du pape François en doudoune blanche. Oui. Voilà, c'est pas grave cette image. Ce qui est intéressant, c'est qu'un enfant de 12 ans a pu créer cette image-là. Du coup, on pourrait dire que l'ensemble de la population pourrait créer demain des images qui sont absolument fausses et qui donnent du coup des fake news. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est une accélération du mouvement? Est-ce qu'on doit installer des IA qui indiquent justement, comme ID News souhaite le faire, que c'est une IA qui l'a créée? Enfin, quel pourrait être le début d'une solution?
Oui, alors cette image du pape François, c'est vrai que ça me permet de compléter un point sur la charte que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on ne s'interdit pas de reproduire ce genre d'images dès lors où elles sont de notoriété publique et il y a un intérêt informatif à juste reproduire cette image une fois de plus, mais pour expliquer comment elle a été conçue, quel problème elle pose. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies, elles permettent d'industrialiser le deepfake et la fake news comme jamais. C'est vrai qu'on a une étude de NewsGuard, qui est une start-up américaine contre la désinformation, qui alertait il y a quelques temps, il y a quelques semaines, sur finalement ces fameuses fermes de contenu, de fermes de contenu à clic, pour faire un peu des faux sites d'information. Ce que montrait cette étude, c'est que l'IA permet d'industrialiser ça comme jamais et d'inonder le web de contenus qui sont inventés de toutes pièces. Moi, je pense que c'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Ça risque d'introduire une forme de défiance sur tout contenu, en tout cas visuel. Est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux ? Mais je pense que les médias ont quand même une carte à jouer dans tout ça. Une carte à jouer parce que justement, on a ce rôle quand même déontologique, d'être garant de la vérité, d'être garant de ce qu'on publie. Et je pense que c'est là-dessus où on a une carte à jouer probablement pour juste jouer ce rôle de vérification. Et voilà, finalement, quand vous lisez un média, vous lisez une information recoupée et vérifiée, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous regardez une photo, une vidéo reproduite sur Twitter. Et c'est aussi là où les médias ont un enjeu de ne pas... C'est un enjeu de confiance en fait, et il faut le saisir et faire attention à ne pas... Il y a une chance, il n'y en a peut-être pas 2 ou 3 non plus. Donc voilà, la période est intéressante. Dans cette période-là, il y a aussi les scientifiques qui se sont exprimés sur OpenAI et puis l'IA aujourd'hui dans les mains du grand public, si on peut résumer ainsi. Quelle est un peu l'analyse de la situation au niveau scientifique ? Les scientifiques, je dirais que on a quand même des grands chercheurs, je pense notamment à Jeffrey Hinton qui était chez Google depuis 10 ans, qui a claqué la porte un petit peu brutalement en s'inquiétant des dangers de l'IA. C'est très compliqué comme question, car on a à la fois une forme de fear-mongering sur les IA. Je pense à cet appel au moratoire sur les IA qui me semble un petit peu irréaliste, tout simplement. Et en même temps, il se passe vraiment des choses. Je vais préciser un petit peu. Je pense qu'on est clairement pas... Il ne faut pas redouter Terminator. On n'est clairement pas dans une logique où on a une IA consciente qui va arriver et qui va prendre le contrôle de tout ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des vrais problèmes sociaux. Les problèmes sociaux, ça peut être ceux que je viens d'évoquer dans les médias. La perte de confiance, juste ne plus savoir distinguer le vrai du faux tellement on est inondé de contenu synthétique. Ça peut être aussi le trouble qui est jeté dans le monde économique, dans le monde du travail, juste parce qu'effectivement, il y a certaines choses qu'on va pouvoir automatiser et déléguer encore davantage grâce à ces IA qui maîtrisent davantage le traitement du langage naturel. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est pas forcément la question dramatique de l'IA qui va devenir consciente. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais les scientifiques qui travaillent dessus, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, ils pensent qu'effectivement, on a cette percée qui est arrivée là un peu plus tôt que prévu et qui risque peut-être d'entraîner quelques turbulences. J'avais aussi entendu des scientifiques qui s'exprimaient sur... un scientifique aime comprendre de A à Z, oui. Il laisse rien au hasard. Et si j'ai bien compris, les avancées qu'on a eues, il y a certaines choses dans l'intelligence artificielle qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Déjà, est-ce que selon toi c'est vrai ? Et la deuxième chose, pourquoi les scientifiques sont si inquiets de cette part qui est inexplicable ? Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai, parce que ça a trait à la manière même dont fonctionnent ces IA. Parce que quand on dit que ça apprend par l'exemple, en fait, on se retrouve avec un modèle mathématique très très complexe que l'algorithme a inventé tout seul à partir de ce qu'on lui a donné en entrée, ce qu'on lui a donné comme exemple. Et en fait, c'est tellement compliqué que regarder là-dedans, ça ne va pas du tout éclairer sur est-ce que le modèle a une représentation du monde ou pas, qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans en fait. Oui. Et c'est là, je pense, ce qui rend les choses très difficiles, c'est que
on a différents niveaux. On a ce niveau-là mathématique, ou qui est celui des chercheurs en deep learning et en mathématiques, et on a le niveau de quel impact ça peut avoir sur la société, justement en semant le trouble sur est-ce qu'on a affaire à un humain ou pas. On parlait de ChatGPT. ChatGPT entretient un peu cette confusion-là dans son interface où on lui pose des questions et il nous répond, on voit 3 petits points qui s'affichent, comme si on était en train de parler avec un ami sur un chat. Donc voilà, pour moi, le problème, il est vraiment là. Après, c'est vrai que les scientifiques aiment bien comprendre ce qui se passe. Et je sais qu'il y a des chercheurs en éthique qui bossent là-dessus, il y a des chercheurs même en philosophie qui bossent là-dessus. Et ça va être assez stimulant parce que ça va un petit peu éveiller la transdisciplinarité, en fait, où l'IA sort un petit peu des seuls laboratoires de machine learning pour être étudiée par d'autres domaines, notamment les chercheurs en sciences sociales. Je pense aux psychologues, notamment. Et je pense que les psychologues vont être amenés à prendre un rôle assez important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, quand on parle de confiance, de confusion sur est-ce qu'on parle à une IA ou à une machine, le problème, c'est pas tant ce que fait la machine, c'est notre comportement à nous, comment on réagit. Est-ce que finalement, c'est pas nous le problème, en se disant, mince, on croit que c'est un humain alors que c'est une machine. Et je pense que ça va être une période absolument fascinante du côté de la transdisciplinarité qui va forcément... c'est toujours très, très, très stimulant, je trouve, quand il y a des périodes comme ça, d'un point de vue de la recherche. Absolument. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, il y aura des transformations au niveau des métiers. Oui. Ça crée, on le voit, une polarité. Il y en a qui ont peur, il y en a qui embrassent très vite la technologie, ou ont envie d'avoir cet outil d'IA au quotidien dans le travail. Comment tu vois un petit peu l'intégration de ces outils d'IA super puissants dans les métiers, je dirais de manière générale, ou si tu as quelques exemples. Oui, volontiers. Alors, en préambule, je dirais que la menace du remplacement par les robots, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve, c'est vrai qu'elle couvre depuis des années, régulièrement. On se souvient aussi de la révolution industrielle. On avait quand même ceux qui étaient, les luddites, qui étaient anti-automatisation, anti-machine. Bon, ça s'inscrit quand même dans une peur qui est ancienne, qui est liée à qu'est-ce que c'est d'être humain, qu'est-ce que c'est d'inventer des technologies qui nous permettent de dépasser nos forces. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans un contexte où on est quand même dans un monde économique où on cherche à compacter les coûts, ces nouvelles technos-là permettent de fait de faire des tâches peut-être pas plus efficacement, mais en tout cas de manière moins chère. Et peut-être qu'on les fera un peu moins précisément, mais ce sera moins cher. Donc forcément, des entreprises vont s'en emparer et vont les implémenter. Ça a déjà commencé, notamment peut-être dans certains services clients aux États-Unis. Et voilà, et l'IA va être amenée à jouer un rôle d'assistante dans pas mal de métiers. Je pense notamment aux métiers juridiques, où on s'est rendu compte qu'on pouvait automatiser beaucoup de choses. Bon, évidemment, cela dit, il y a quand même des enjeux légaux, je dirais, où forcément il faut que l'humain reste derrière, supervise tout ça et relise tout. Mais on a quand même plusieurs études d'économistes reconnus qui nous montrent qu'il y a quand même une grande partie des métiers, et surtout des métiers de col blanc, des métiers de bureau, qui peuvent être automatisés au moins en partie. Et je pense que ce serait là quand même probablement la petite lueur d'espoir, c'est qu'on ne parle pas d'une automatisation totale, heureusement on parle d'une automatisation partielle où l'humain garde la main sur le clavier, ou en tout cas il faut tout faire pour que ce soit le cas, et si ce n'est pas le cas, on va avoir des problèmes. Alors en Europe, on a beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle. On commence, on est un peu plus enclin aux réglementations déjà maintenant, ce qui est moins le cas aux États-Unis. En parallèle, OpenAI, c'est américain. La planète entière presque utilise ces outils-là, donc il y a encore un renforcement des GAFAM, on va dire, dans le paysage digital mondialement. Il y a aussi la Chine et puis d'autres pays. Quelle est un peu la place de l'Europe et de la Suisse? Est-ce que, selon toi, on pourrait commencer à avoir des intelligences artificielles génératives qui sont chez nous? C'est vrai qu'on a une réglementation, notamment liée à la protection des données, qui est quand même plus forte, et en un sens, heureusement.
Cela dit, l'Europe n'est pas complètement à sec de ce côté-là. Je voudrais juste rappeler que l'un des grands usages de ces IA génératives qui manipulent le langage naturel, un des grands cas d'usage, c'est la traduction. Et l'un des géants de la traduction, l'un des meilleurs services de traduction, ça reste DeepL, qui est quand même allemand. Il faut quand même rappeler qu'on a quand même des jolis atouts en la matière. Mais on a un contexte qui est quand même un petit peu réglementaire, qui est un peu plus protecteur. D'aucuns diraient défavorable, mais moi je pense qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein, il est quand même protecteur. C'est vrai qu'on voit l'Italie qui a commencé par mettre OpenAI en demeure d'appliquer le règlement européen de protection des données. L'Europe n'est pas à sec face à tout ça, quoi. Après, je pense qu'effectivement, il y a cette tradition très américaine de favoriser l'innovation. Et évidemment, c'est dans la Silicon Valley où beaucoup de choses se passent. Donc oui, je pense que OpenAI avait une longueur d'avance. Cela dit, ils ont quand même pris de court Google et Meta, Facebook. Et ça, c'est quand même important de le signaler. De toute façon, ils ont pris de court et Meta et Google. Donc au final, puis en même temps, le paysage est quand même en recomposition régulière. On n'est pas au bout du chemin avec un paysage économique qui est pleinement structuré. Je pense que ça va encore beaucoup bouger dans les mois et dans les années à venir. Est-ce que la quantité de données est toujours aussi importante dans ces modèles d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il est toujours vrai que ceux qui ont beaucoup de données ont une longueur d'avance? Je pense effectivement. Ça permet de... Alors il y a la phase d'entraînement qui est importante, l'entraînement du modèle, l'apprentissage du modèle dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi tout ce qui est fine-tuning, donc peaufinage, qu'on pourra faire, qui est fait un petit peu au fur et à mesure de la vie du produit. Et c'est vrai que dans le cadre d'OpenAI, avec ChatGPT, les questions qu'on pose, les feedbacks que l'on fait sont utilisés pour améliorer le modèle, mais de manière qui n'est pas très transparente à nos yeux, en tout cas aux yeux du grand public. Donc oui, moi je pense toujours qu'effectivement la donnée reste quand même le nerf de la guerre et ça pose beaucoup de questions. Parce que les données sur lesquelles ChatGPT a été entraîné, enfin GPT 3 ou 4 ont été entraînés, c'est quand même des données qui viennent du web. Et les sites web, notamment Reddit, qui est l'une des plateformes collaboratives sur lesquelles OpenAI s'est appuyé pour entraîner GPT, on ne leur a pas demandé leur avis en fait, on a juste pris ce qui était disponible en ligne. Et pour les IA génératives visuelles comme Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 2, c'est pareil. On n'a pas forcément demandé aux artistes leur avis pour utiliser les images. Donc oui, les données, celui qui a le plus de données a probablement un avantage compétitif, mais ça pose encore plein de questions légales, notamment en termes de droits d'auteur. Tu parlais de fine-tuning. Est-ce que tu arrives à expliquer avec qu'est-ce que c'est en fait ce fine-tuning sur ces modèles de langage? Je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu... Je pense qu'il faut la rapprocher de cette phase de reinforcement learning from human feedback dont je parlais tout à l'heure, où en fait on va avoir des opérateurs humains qui vont venir prioriser les questions et les réponses à donner, ce qui permettra notamment d'écarter les réponses qui sont les plus controversées. Typiquement des questions un peu pièges avec des enjeux moraux importants pour pouvoir les identifier. Ce qui va de soi que quand on essaye ChatGPT, on se rend compte qu'il y a des questions, on n'arrive pas à avoir de réponse. Au début, on arrivait à contourner et à le forcer à répondre, et maintenant on y parvient de moins en moins. Et ça, c'est un premier aspect du fine-tuning. On va empêcher l'IA de nous donner son avis sur des choses, on lui demande son avis sur le racisme, son avis sur des choses très controversées, très, très problématiques, des choses morales en fait. Donc ça peut être un étage. Et je veux quand même aussi rappeler que cette étape de fine-tuning, elle est faite par des ingénieurs, mais elle est aussi faite par des gens qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont souvent des gens qu'on paye moins cher dans une autre partie du monde. En l'occurrence, c'était en Afrique, je crois que c'était au Kenya, pour ChatGPT, qui vont ensuite, eux, être chargés d'examiner les contenus et d'éliminer les réponses qui sont très problématiques. Et c'est aussi l'un des points sur lesquels ChatGPT apporte quelque chose de nouveau, car jusqu'à présent, les IA qu'on mettait en service avaient souvent
des gros problèmes de ce côté-là. Elle sortait des choses immorales au bout d'un moment. Je pense à Tai, l'IA de Microsoft, qui avait été entraînée sur Twitter et qui très rapidement s'était mise à dire des propos qui étaient racistes, antisémites. Et très vite, Microsoft avait débranché cette IA. Et c'est cette phase-là, cette supervision humaine à la fin pour trier les réponses, les bonnes réponses des mauvaises réponses, qui est vraiment nouvelle, je pense, avec ChatGPT. Mais ça expose aussi des gens qui sont un petit peu vulnérables à des contenus très problématiques aussi. Donc ça rejoint un petit peu les enjeux de modération des contenus en ligne. Et bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ces nettoyeurs du web, hein, c'est des métiers qui enfin, comment dire, les GAFAM, c'est pas nouveau, c'est pas OpenAI qui a apporté, qui exploite entre guillemets ces personnes-là. Ça existe depuis longtemps, YouTube le fait, Facebook le fait également. Du coup, est-ce que ce serait le moment? Est-ce que OpenAI finalement a mis encore plus en lumière ces travailleurs du clic? Et quelle est un peu la solution derrière tout ça? Oui, probablement que le phénomène médiatique ChatGPT a mis tout ça en lumière. Bon, après, il faut voir si c'est un spotlight qui ne fait que passer ou si ça va être durable. Ce qui est compliqué, c'est que le droit du travail n'est pas le même dans les différents pays, et c'est quand même un principe de compétition internationale où on ne peut pas interdire d'aller engager des gens dans un autre pays. Je pense que le problème va probablement se reposer différemment dans les mois à venir, mais c'est sûr que ça contribue à le mettre en lumière. Ça amplifie tous les problèmes. C'est vrai qu'il y a un petit peu un rôle de révélateur de pas mal de problèmes qui existent dans le numérique depuis 5, 10, 15 ans. Du coup, si on revient un petit peu sur le potentiel de l'intelligence artificielle, j'ai vu dernièrement une étude, enfin pas une étude, mais un test qu'ils ont fait sur un dialogue avec les patients. Un patient qui pourrait avoir un dialogue avec un médecin sur un premier diagnostic. Et en fait, les résultats montrent que les patients se sont mieux sentis, en tout cas plus pris en charge et compris par par la machine, on va dire, un dialogue d'intelligence artificielle, que par le médecin. Est-ce que ça, c'est des changements? Est-ce que c'est un potentiel de l'IA qui va aussi soulager l'ensemble des médecins pour ces premières étapes avec le patient? Est-ce que c'est une nouvelle manière pour nous de dialoguer ou de faire son diagnostic? Enfin, est-ce que dans le monde médical, il va y avoir un changement Probablement, important? Mais encore une fois, j'ai l'impression que depuis que je suis journaliste scientifique, depuis 2014, on entend parler de l'IA qui va révolutionner le monde médical, et en attendant, bon, ça tarde un petit peu. Et c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'il y a quand même une réglementation qui est quand même très forte. On parlait de déontologie, il y a aussi une déontologie médicale qui est quand même très importante. Donc une aide au diagnostic, oui, mais un médecin qui challenge, peut-être même de manière indépendante, les conclusions de la machine, oui aussi. Après, il ne faut pas non plus oublier que les médecins aussi, quand ils ont beaucoup d'expérience, se basent aussi sur leur intuition. Donc finalement, peut-être qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, pourquoi pas. Après, pour en revenir à cet essai qui a été mené là, sur le dialogue entre médecins et patients et IA, je pense que ça pointe aussi un autre truc, c'est que les médecins n'ont pas forcément le temps, dans leur profession, dans leur pratique quotidienne, de passer du temps aussi à parler, à expliquer aux gens. Et c'est un vrai problème. Et est-ce que ça montre que l'IA est très bonne, ou est-ce que ça montre que les médecins sont vraiment sous pression et ont moins le temps de faire ça? Il y a peut-être un peu des deux aussi. Bon, une IA est infatigable. C'est vrai, mais voilà. Mais elle peut faire des erreurs, et l'important, et le problème il est là, c'est justement ces erreurs dont on parlait, qu'on puisse les voir en fait. Et empêcher l'IA de faire des erreurs factuelles en parlant aux patients, ça c'est quand même important. Donc, pourquoi pas, mais en mettant encore une fois les bons garde-fous. J'en viens à ces prompts, parce que quand on parle à une IA, on parle maintenant, enfin, on fait des prompts pour dialoguer avec elle. Est-ce qu'il y a une manière de mieux dialoguer avec elle? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Oui, il y a tout à fait des trucs et astuces. Et ça, c'est probablement encore plus vrai pour les IA qui génèrent des images que pour ChatGPT. Et
Et je dirais que c'est presque un nouveau champ professionnel qui s'est constitué. C'est vrai qu'on appelle ça prompt engineer, ingénieur du prompt. Et en vrai, c'était un peu une blague entre les ingénieurs il y a quelques années, où vous tapez des instructions, il n'y a pas besoin d'un ingénieur pour ça. Et maintenant, un peu plus, parce qu'on se retrouve du coup avec ces modèles qui ont été entraînés, mais on ne sait pas trop comment ils marchent au fond. Et du coup, il faut comprendre comment on fait pour obtenir des résultats prévisibles. Comment obtenir, je ne sais pas, une image d'un certain type, par exemple une image qui fait penser à un shooting publicitaire avec certains codes, encore une fois très, très concrets. Donc il va y avoir une manière de demander à Midjourney pour obtenir ça. Pour ChatGPT, pour s'en servir concrètement à faire des choses comme d'un assistant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire imagine que tu es tel métier, telle profession, tu dois faire ça, comment réponds-tu à telle question? Et ça, spontanément, monsieur, madame, tout le monde ne va pas forcément avoir les bons réflexes pour savoir comment en tirer le meilleur, en fait. Donc on a des gens qui ne sont pas forcément les mêmes ingénieurs, mais qui sont très touche-à-tout, des expérimentateurs, des innovateurs, qui jouent un petit peu avec ChatGPT ou avec Midjourney et autres pour un petit peu trouver les bons prompts, pour obtenir les bons cas d'usage. Et on voit déjà qu'il y a une espèce de jungle entrepreneuriale autour de tout ça, surtout autour de ChatGPT. On a plein de services intermédiaires qui se constituent, qui vont proposer des prompts pour faire ci, des assistants pour écrire les emails. On est vraiment dans une phase très précoce où on a un nouvel écosystème qui est en train de se constituer, moi je dirais. Et en même temps, il y a aussi un petit peu de... Je crois que j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait quand même beaucoup de malware, malheureusement, avec ces programmes, ces extensions Chrome ou Firefox qu'on nous présentait comme révolutionnaires pour exploiter ChatGPT. Mais c'est une période très intéressante. En parallèle, en regardant un petit peu les prompts, donc ce qu'on proposerait, c'est de nous apprendre, humains, à utiliser au mieux ces prompts. Et en parallèle, on va vers un assistant ou une collaboration avec la machine qui est ultra personnalisée. Et ça, on peut le voir avec les étudiants qui, en fait, à travers ChatGPT, peuvent apprendre les mathématiques. Et elles sont apprises de manière très personnalisée en fonction de la demande des étudiants. Est-ce que finalement, ce métier de prompt engineer, ce ne serait pas un métier éphémère et qu'on arriverait vers potentiellement une IA totalement personnalisée par individu et par manière d'apprendre ou de penser? C'est une question que je me suis posée. Non, c'est une très bonne question. Et est-ce que c'est éphémère? C'est vrai. On a quand même des géants du numérique. On sait que la tendance, c'est plutôt à la concentration qu'à la balkanisation du web. Et en l'occurrence, on peut se demander si ces petites apps éphémères mises sur pied dans la précipitation par des prompt engineers, comme ça, on peut se demander si ça, c'est pas un moment très particulier et si ça va pas être réabsorbé par les géants du numérique comme OpenAI. Et je pense que c'est une très bonne question. Si j'étais OpenAI, j'aurais peut-être tout intérêt à absorber. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de service qui se distingue du lot, enfin, en tout cas pas que j'ai identifié, mais encore une fois, si on va vers de la personnalisation, on va aussi vers des besoins métiers qui sont très différents. Et je doute que OpenAI ait vocation à devenir le portail des juristes, le portail des journalistes, le portail des photographes. Donc, bon, il y a quand même de la place pour des acteurs quand même très sectoriels, probablement. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Absolument, non, je dirais l'avenir nous le dira. On suit en tout cas, je crois qu'il y a plus de 1000 applications qui ont été créées sur le mois de mars. Je n'ai pas le décompte exact, mais ça ne me surprend pas, ça va être l'ordre de grandeur. Est-ce que tu aurais des exemples d'applications de l'intelligence artificielle qui t'ont vraiment marqué, où tu as presque été bluffé? Je dirais que c'est vraiment cette rencontre entre la création de l'image et la création du texte et la création du son, où on peut se retrouver face à des contenus audiovisuels qui sont absolument crédibles pour un œil non entraîné. Et c'est extrêmement troublant. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de confiance qui me semble majeur pour les médias, en fait. Je dirais qu'effectivement, c'est ça. Au niveau du texte, c'est bluffant, mais bon, ça reste que du texte, c'est un média un peu low-tech. Si on est dans l'interaction, on peut chercher la petite bête avec ChatGPT en lui posant plein de questions et on finit par cerner assez vite ses limites. Sur les images, c'est déjà plus troublant.
les premières générations de Midjourney, on voyait que sur la génération des images, dès qu'il y avait un peu de texte qui apparaissait sur une image, ça peut arriver parfois de générer une image selon les données d'entraînement, les images d'entraînement avec du texte. Donc on se retrouve avec... Le texte ne ressemble à rien sur les premières versions, c'était pareil pour DALL-E. Mais les dernières versions de Midjourney, en tout cas, sont vraiment bluffantes là-dessus. On se rend compte que les petits glitches du début qui nous permettaient de voir où était la supercherie sont quand même de plus en plus indécelables. Et par-dessus ça, bon, on va devoir se baser sur d'autres IA pour détecter ce qui a été produit par une IA. C'est un peu une course entre le chat et la souris, en fait. Où est-ce que ça va nous mener? C'est une très bonne question. Et il y avait eu justement un bad buzz, et c'est toi qui m'en parlais, chez Amnesty International. Ils avaient souhaité utiliser une IA qui permettait d'illustrer une image d'un combat. Oui, exactement. Oui, c'était Amnesty International pour illustrer des manifestations en Colombie. Ils ont généré et publié sur Instagram une image d'une manifestante qui, je crois, était encadrée par les forces de l'ordre, avec une IA générative, avec une petite légende en bas, image générée par IA illustrative, une image très poignante, très forte. Et ils ont un petit peu reçu un petit backlash, et ils se sont excusés, puis ils ont dépublié l'image. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont expliqué que les équipes locales avaient jugé que ça portait préjudice à cette manifestante si on voyait vraiment si c'était son vrai visage et la vraie photo qui était utilisée. Donc le message a été gardé, mais illustré par une IA générative. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'en voulant bien faire, finalement on peut aussi entraîner entraîner un doute et une défiance. Enfin, c'est passionnant. L'enfer est pavé de bonne intention. Exactement. En fait. Mais je trouvais cet exemple vraiment, vraiment marquant. Est-ce que tu aurais un conseil aux entreprises suisses aujourd'hui par rapport à l'utilisation de ces intelligences artificielles? Est-ce qu'elles doivent s'y intéresser? Est-ce qu'elles doivent tester? Est-ce qu'il faut encore attendre? Il y aura des réglementations? Enfin, si tu te mettais dans la peau d'un chef d'entreprise, d'une PME, d'un entrepreneur. Oui, alors bon, je pense qu'il y a effectivement un train important qui est en train de passer. Et l'expérience montre qu'il faut quand même essayer d'être parmi les premiers les early adopters, si on ne veut pas rater le train. Donc oui, il y a un enjeu à expérimenter, à essayer de prendre le train, mais un enjeu très fort aussi à respecter la réglementation. Enfin, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, il faut regarder un peu qu'est-ce que permet le droit et qu'est-ce qui ne le permet pas. Et je pense que c'est au niveau de ces cas d'usage de l'IA dans des domaines métiers très spécifiques, il y a probablement beaucoup de choses à faire, parce que cet enjeu de la confiance, finalement, c'est ça que les entreprises peuvent garantir dans l'usage de l'IA, en fait. Et il y a probablement beaucoup de choses à faire. On parlait du domaine légal, il y en a probablement beaucoup d'autres, domaine médical aussi. Et là, je pense qu'effectivement, la Suisse, qui est quand même très forte sur ces enjeux de confiance-là, a probablement une carte à jouer. Toi, personnellement, si tu devais avoir un assistant parfait, basé sur l'IA, qu'est-ce qui t'aiderait vraiment au quotidien? Un assistant parfait basé sur l'IA. Déjà, ce serait un assistant qui soit un peu plus capable de me donner ses sources que les ChatGPT. Oui. Ça, ce serait quand même un petit peu mieux. Non, ce serait probablement un assistant qui serait capable de me résumer la littérature scientifique qui en termes de volume, ça a explosé, en particulier pendant la pandémie, et qui soit un petit peu capable de me donner des signaux, d'agréger les signaux faibles pour me dire un petit peu attention, là il y a une alerte, c'est peut-être pas tout à fait crédible, ou ça c'est aussi mon métier de savoir si c'est crédible ou pas. Donc il y a deux volets, je dirais. Ce serait peut-être de me résumer un petit peu les publications scientifiques, au-delà de ce que dit juste le résumé, l'abstract, de me faire un peu un résumé du... Les études scientifiques, elles ont toujours cet aspect statistique, en fait, où on va montrer qu'un résultat est significatif ou pas, et probablement quelque chose qui aide un petit peu à la lecture de tout ça, qui vérifie les chiffres et qui vérifie que c'est probable, que c'est crédible. Ce serait pas mal. Ça, c'est le premier étage. Et le deuxième étage, ce serait probablement de pouvoir résumer les études, et puis le métaniveau un petit peu, ou identifier un petit peu au-delà de... Nous, en tant que journalistes, on va se baser sur la crédibilité d'un chercheur, la crédibilité d'une revue, mais il y a d'autres signaux qui peuvent être agrégés, et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent en
en être sortis. Mais bon, là, je pense que ça va être le monde de l'édition scientifique, les Springer, les Elsevier, à mon avis, doivent être sur le coup probablement. Bon, j'espère que tu auras ton assistant parfait. Est-ce que tu aurais une recommandation de livres, de chaînes YouTube ou de toutes sources d'informations à nous partager? Oui, alors je peux parler de 2 livres, un qui est un peu plus ancien, l'autre qui est un peu plus récent, qui me semble intéressant. Le premier, c'est Weapons of Mass Destruction, et mass, c'est M-A-T-H, comme les maths, qui a été écrit par, je crois, Cathy O'Neill, qui était analyste financière avant la crise de 2008, je crois, et qui a quitté le domaine et qui a écrit un bouquin pour juste mettre en garde contre les biais des IA, mais ça c'était avant la révolution des IA génératives. Juste histoire de rappeler que les biais de la personnalisation, les dangers de déstabilisation des démocraties, là je pense à Cambridge Analytica, dans des contextes électoraux, c'est pas des problèmes qui sont derrière nous. On a quand même Donald Trump aux États-Unis qui se prépare peut-être à faire campagne l'an prochain. Bon, donc ça c'est le premier étage. Hein, les biais des algorithmes, les IA sont toujours les mêmes, elles apprennent toujours de la même façon, donc les biais sont toujours là. Il faut en avoir conscience. Et le deuxième livre dont je voulais parler, c'était En attendant les robots, d'Antonio Casilli, qui est ce prof italien en poste à Paris, à Télécom, je crois, qui lui ouvre un petit peu cette boîte noire des travailleurs du clic. On pourrait être un petit peu tenté de se dire loin des yeux, loin du cœur, et lui il ouvre un petit peu, voilà, il explique un peu tous les problèmes que ça peut poser pour nos sociétés. Merci beaucoup, on les mettra dans la description de la vidéo. Et puis, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui? Oui, alors je pense que ce serait, pour continuer un petit peu, j'ai beaucoup dit ce mot, d'ouvrir la boîte noire et d'expliquer comment ça marche, le numérique et les boîtes noires. Je pense que ce serait intéressant d'avoir Lei Nguyen Wang, qui tient la chaîne Science for All, qui lui explique dans certaines de ses vidéos comment marche le machine learning et quelles sont les opportunités, mais au-delà de ça, quels sont les dangers. Magnifique. Voilà. Sarah, merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir.